Bienvenue à toutes et à tous pour ce Midi Cridac. Je suis Hugo Cyr, je vais présider la séance aujourd'hui. Je vais vous présenter les trois personnes qui vont discuter avec nous des enjeux de discrimination et d'intelligence artificielle pour ce Midi Cridac. Donc, on a la chance d'avoir trois étudiantes vraiment excellentes de l'UQAM qui travaillent chacune de leur côté sur des aspects qui touchent les enjeux de discrimination et l'intelligence artificielle. Donc, la première que je vous présente, c'est Lucia Flores Ecaïs, qui est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une mineure en philosophie de l'UQAM. Elle complète présentement une maîtrise en droit dans la concentration en droit et société. Sa recherche explore comment les systèmes d'intelligence artificielle peuvent mener à la discrimination des populations vulnérables et comment le droit à l'égalité répond à ces enjeux qui entourent la question. Elle est également chercheuse étudiante en éthique de l'IA à l'Algora Lab de l'Université de Montréal depuis l'été 2020. Il y a aussi Alexandra Parada, qui, après avoir complété un baccalauréat en droit et un baccalauréat en philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, a obtenu une maîtrise en études internationales de l'Université de Montréal. Et depuis 2018, elle est étudiante au programme de doctorat en droit ici à l'UQAM. Et sa recherche doctorale porte elle aussi sur les enjeux de discrimination liés à l'intelligence artificielle et sur le cadre normatif qui se développe globalement autour de cette dernière. Donc, ses intérêts de recherche tournent autour des implications éthiques et sociales des technologies, de la discrimination et des droits humains en général. Et elle participe à divers projets de recherche, notamment sur l'accès à la justice et la protection des consommateurs, consommatrices, dans le cadre numérique, et elle s'implique dans diverses organisations pour la défense et la promotion des droits humains. Et finalement, Andréane Sabourin-Laflamme est professeure de philosophie au Collège André Laurando depuis 2011. Elle est doctorante en droit à l'UQAM depuis l'automne 2020. Son projet de recherche doctorale porte sur le rôle de l'éthique et du droit dans l'encadrement normatif de l'intelligence artificielle. Elle est membre cofondatrice du LEN.IA, donc le laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA, où elle co-dirige un projet de recherche sur l'enseignement supérieur de l'éthique de l'IA, financé par le pôle montréalais d'enseignement supérieur en IA, où elle collabore à un projet de recherche sur l'utilisation des appareils numériques chez les collégiennes, financé par le FRQ. Elle est également chercheuse collégiale à l'OBVIA, donc l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Ces recherches sont subventionnées par le CRSH et ces études sont subventionnées par le CRSH et elle a déjà de nombreuses publications derrière la cravate, notamment des publications qui touchent les enjeux de l'IA et de l'éthique. Par exemple, avec son collègue Bruno, elle publie c'est apparaître Information Ethics and Responsible AI, éthique de l'intelligence artificielle et ubiquité sociale des technologies de l'information et de la communication, comment penser les enjeux éthiques de l'IA dans nos sociétés de l'information, qui vient de sortir dans la revue Éthique et Société. Et elle a comme ça plusieurs autres articles. Je vous invite à la contacter si vous voulez avoir la liste de ses publications, super intéressantes. Et je dois vous dire que je suis une personne très, très chanceuse et très heureuse parce que ces trois super étudiantes se trouvent à être sous ma supervision pour leur recherche et leurs travaux au cycle supérieur. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser entre bonnes mains. Je laisse le plancher à ces trois super chercheuses. Voilà.
Merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation. Merci aussi d'avoir initié l'organisation de cet événement. Merci à Camille aussi et au CRIDAC de nous accueillir dans le cadre de cette activité. En fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une discussion qui serait organisée autour de deux questions auxquelles on va répondre chacune de notre tour en fonction de nos intérêts, puis de nos angles de recherche. Puis ensuite, ce sera suivi d'une discussion ouverte avec les personnes qui participent à l'activité. Donc, les deux questions auxquelles on propose de répondre aujourd'hui successivement sont les suivantes. La première, pourquoi, tout simplement, l'IA constitue un risque particulier en matière de discrimination? Et la deuxième, comment est-ce qu'on peut prévenir les cas de discrimination liés à l'IA? Et le cas échéant, comment est-ce qu'on peut assurer une réparation adéquate aux personnes qui sont lésées? Donc, pour répondre à cette première question, on va présenter rapidement ce qui sera entendu en fait par l'IA et on va situer la discrimination par rapport aux autres enjeux liés à l'IA. Et on va présenter des exemples avec Alexandra de discrimination et des sources possibles de discrimination vont être présentées également par Lucia. Alors, je vais commencer d'entrée de jeu par le dire d'emblée. Il n'y a pas réellement de consensus actuellement à savoir ce que c'est réellement, comment définir l'intelligence artificielle. Possiblement, on peut penser que c'est dû au fait que l'IA a énormément changé de nature depuis sa naissance dans les années 50, quand elle est née. L'objectif au départ, c'était de reproduire artificiellement l'intelligence humaine, donc de concevoir vraiment une machine qui pouvait penser. Et donc, ça a donné lieu à la définition classique de l'IA, qui a certaines limites, mais qu'on utilise encore aujourd'hui, soit la science qui vise à concevoir des machines qui seraient en mesure d'effectuer des tâches que seul un humain serait en mesure, en fait, de faire. Donc, il y a eu un très grand engouement dans les années 50 au départ. L'objectif était vraiment en fait, de faire aux machines des choses qu'on n'avait jamais imaginées possibles avant. Par exemple, la résolution de problèmes algébriques très complexes. On avait aussi commencé à concevoir des agents conversationnels, mais rapidement, ces systèmes-là se sont montrés très limités, puis il n'y a pas eu de retombées concrètes immédiatement aussi extraordinaires là, que la machine intelligente on nous avait promise, si bien que pendant un certain temps, quelques décennies, qu'on appelle l'hiver de l'IA, il y a eu un désintérêt par rapport à l'IA, une baisse de financement aussi pour les recherches associées à cette technologie-là. Et il a fallu attendre vraiment dans les années 90 pour voir une résurgence là, marquée pour cette science-là. On peut penser probablement que c'est dû à l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs qui a permis d'être beaucoup plus efficace en fait dans l'entraînement de ces machines. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est qu'à partir d'un ensemble de données massives, puis avec des machines si puissantes, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il était beaucoup plus efficace d'entraîner les ordinateurs à apprendre par essai-erreur, par expérience, au lieu de leur donner une tâche particulière, comme c'était le cas avec ce qu'on appelle l'IA symbolique, donc la technique qui prévalait au départ dans les années 50, puis au début de l'évolution de l'IA. Donc, les techniques qui sont utilisées aujourd'hui, quand on entend IA, on entend souvent les techniques qui sont liées au machine learning. Donc, ça consiste à entraîner des machines qui, à partir des données, vont induire un modèle qui va leur permettre d'expliquer les données puis d'effectuer des prédictions. Donc, pour le dire très simplement, on fixe un objectif à la machine, puis quand la machine se rapproche de celui-ci, on lui donne automatiquement un signal positif, puis quand elle fait le contraire, on lui envoie automatiquement un signal négatif. Donc, ce qui est formidable, c'est que les machines peuvent se perfectionner elles-mêmes sans intervention humaine. Et donc, ça donne lieu un peu à une nouvelle ère pour l'IA où on peut concevoir des machines qui font des choses pour lesquelles on n'aurait pas su réellement comment les programmer. Donc, c'est une technologie qui est assez révolutionnaire pour effectuer des tâches complexes comme la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, mais ça crée aussi toutes sortes de problèmes parce que le processus est tellement complexe et automatisé que même les concepteurs des systèmes d'intelligence artificielle n'arrivent plus vraiment à expliquer comment la machine part du point A pour arriver au point B. Et bon, bien sûr, il y a eu toutes sortes d'avancées extraordinaires dans plusieurs domaines. On peut penser à la radiologie, où on a réalisé que les machines étaient plus efficaces que les humains pour détecter certaines maladies. On peut penser au domaine du transport, là, à la voiture autonome, bien sûr, mais aussi à l'optimisation des processus que l'IA a permis en agriculture ou à la modélisation des changements climatiques qu'elle nous a permis de développer. Et donc, en parallèle à ces opportunités-là, bien, il y a évidemment plusieurs problèmes qui ont été soulevés. Euh,
liées à l'opacité des algorithmes, évidemment à la vie privée aussi, parce que parce que les algorithmes, en fait, qui sont performants, ben, ils sont très gourmands en termes de données. On a soulevé des problèmes par rapport à à la reproduction à grande échelle de biais. Puis évidemment, et c'est le sujet auquel on va s'intéresser aujourd'hui, aux risques de discrimination qui peuvent en résulter. Donc, ce qu'on va voir avec Alexandra, c'est que l'IA engendre en fait de nouvelles formes à cause de son fonctionnement de discrimination qui échappent possiblement en fait à la protection qu'offre le cadre légal actuel, puis qui exige possiblement qu'on repense le cadre normatif autour de la discrimination. Donc, je cède la parole maintenant à Alexandra. Oui, merci Andréane. Donc, comme on l'a compris avec cette petite présentation d'Andréane, on voit bien que les systèmes d'IA sont de plus en plus répandus, et ce, dans divers secteurs de la société. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de décisions qui sont déléguées à des systèmes d'IA ou qui reposent sur des recommandations qui sont délivrées par les systèmes d'IA. Et un des arguments utilisés en faveur de l'utilisation de tels outils, donc de systèmes d'IA pour prendre des décisions, en plus d'arguments d'ordre économique, c'est que ça peut permettre une plus grande précision, une plus grande objectivité que les décisions prises par des humains. Notamment parce que les systèmes sont capables de prendre en compte un plus grand nombre d'éléments, donc les données massives, et ça permet alors d'évacuer les biais humains et les risques de traitement différentiels et discriminatoires. Mais ce que nous a montré ces dernières années particulièrement, c'est que la discrimination, elle existe aussi dans le contexte de l'IA, et que cette soi-disant objectivité totale, elle n'existe pas non plus chez les machines. Donc, les formes de discrimination qu'on connaît au sein de notre société, elles sont reproduites dans le cadre de l'utilisation de systèmes d'IA, et elles sont même parfois exacerbées, voire même il y a des nouvelles formes de discrimination qui sont créées dans le cadre de l'utilisation de ces systèmes. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable dans des sociétés où le droit à l'égalité est fondamental, et ça implique aussi un risque important d'automatisation de la discrimination, ce qui va bien sûr à l'encontre de la lutte contre la discrimination. Donc, vous avez sûrement entendu parler des enjeux de discrimination liés à l'IA, parce que ces dernières années, même les médias généraux en parlent de plus en plus. Ce n'était pas forcément le cas au début, quand ces médias adressaient toutes les possibilités qu'offrait l'IA, mais depuis quelques années, c'est des cas beaucoup plus concrets, des exemples beaucoup plus concrets qui sont traités et qui sont traités pour le grand public, qui sont médiatisés. Et surtout, ces enjeux ils sont identifiés maintenant plus systématiquement. Alors, qu'est-ce que sont ces cas de discrimination? Je vais vous donner 2-3 exemples assez connus sur le sujet. Donc, vous avez sûrement entendu parler de compagnies qui utilisent pour leur processus de recrutement des systèmes d'IA qui sont utilisés donc pour trier les CV et pour identifier les meilleures candidatures pour un certain poste en se basant sur des candidatures qui avaient été retenues dans le passé. Donc, évidemment, ça comporte des risques de discrimination pour certains groupes, comme par exemple les femmes qui pourraient ne pas être retenues systématiquement pour un poste qui avait été qualifié par le passé de typiquement masculin ou un poste à responsabilité où on sait que historiquement, il y avait moins de femmes. Donc, c'est notamment ce qui s'est passé avec un algorithme qui avait été développé par Amazon pour ses propres recrutements, qui, depuis que ça a été révélé que ça pénalisait les candidatures de femmes, n'est plus utilisé. Mais c'est ça, cet exemple, il montre très clairement que c'était les femmes qui étaient discriminées directement par ce système d'IA pour le recrutement. Dans le secteur de la justice aussi, on retrouve plusieurs exemples. Vous avez sûrement entendu parler du cas du logiciel Compass, qui est un système d'IA utilisé par les services de justice états-uniens pour prédire les risques de récidive des détenus. Et une étude qui a été publiée par ProPublica a montré que l'algorithme de ce système attribuait à tort et disproportionnellement plus de risques de récidive aux personnes noires qu'aux personnes blanches. On peut penser aussi au cas d'utilisation de systèmes de reconnaissance faciale qui peuvent mener à discriminer certains groupes de la population, comme les personnes racisées par exemple, et ça toujours dans le cadre de la justice quand c'est utilisé par les services de police. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis en 2020 quand un homme noir a été arrêté et détenu pendant plus de 30 heures à tort, parce qu'un système de reconnaissance faciale utilisé par les services de police avait décidé que c'était la même personne que celle qui figurait sur une photo qui avait été prise par une caméra de surveillance dans une bijouterie lors d'un vol. Mais évidemment, ce n'était pas lui. Et ce que les policiers ont répondu quand ils ont compris que ce n'était pas lui, c'est que l'ordinateur avait dû se tromper. Je peux mentionner aussi qu'il y a des risques de discrimination qui existent dans le cadre de l'utilisation de systèmes d'IA de recommandation de contenu. Donc, ce sont ces systèmes qui décident automatiquement quel contenu va s'afficher sur le web ou dans les applications, selon le profil identifié automatiquement, notamment sur la base de données de navigation. Donc, en gros, par exemple, quelles annonces publicitaires on va voir. Donc, en gros, c'est les algorithmes qui vont décider qui peut voir quoi. Et cela peut avoir une incidence importante quand l'information en question concerne des droits individuels comme le droit au logement,
l'emploi, l'éducation. Donc, par exemple, quand il s'agit d'une annonce pour un logement à louer ou à acheter qui n'est pas montrée à certains groupes de la population. Ou, par exemple, quand ce sont des prix différents qui sont montrés pour un même service à des profils considérés comme différents. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques petits exemples qui sont assez parlants, mais bien sûr, c'est qu'un tout petit tour d'horizon rapide de tous les cas de discrimination qui existent en IA et qui ont été déjà démontrés. Il y a aussi plein de cas qui n'ont pas encore été démontrés ou peut-être qu'ils ne le sont pas nécessairement. On sait en tout cas qu'il existe plein d'autres cas. Certains sont plus subtils que d'autres, certains impactent des plus gros groupes de personnes, d'autres portent sur des sujets plus ou moins sensibles ou importants, mais dans tous les cas, ce que ces exemples démontrent, c'est que premièrement, les risques de discrimination sont réels, ils existent concrètement dans le contexte d'utilisation des systèmes d'IA et qui peuvent avoir un impact important sur la vie des individus. Et donc, c'est important de comprendre comment on peut adresser ces enjeux de discrimination qui existent. Et pour le faire, il faut aussi saisir comment cette discrimination se produit dans un contexte aussi complexe que celui de l'IA. Et c'est ce que Lucia va nous présenter maintenant. Merci, Alexandra. Une distinction qui revient souvent dans la littérature de philosophie politique et dans la jurisprudence est celle entre la discrimination directe et la discrimination indirecte. La discrimination directe concerne un traitement différent, défavorable ou moins favorable, envers un individu ou un groupe en raison d'une ou plusieurs caractéristiques protégées. La notion de discrimination indirecte, quant à elle, réfère non pas à un traitement différent, mais à un impact différent. Il s'agit souvent d'une règle, une politique ou une pratique qui est neutre à première vue, mais qui désavantage disproportionnellement des individus appartenant à un groupe protégé. Par exemple, dans l'affaire Griggs contre Duke Power Company, décision influente dans la matière, la Cour suprême des États-Unis énonce que l'exigence d'une qualification éducationnelle à l'embauche constituait de la discrimination fondée sur la race, car cette exigence désavantageait disproportionnellement les personnes noires. Ces cas constituent également de la discrimination dite par proxy. Cette notion renvoie à une distinction fondée sur un motif apparent non protégé, ici l'éducation, qui fonctionne comme un proxy, donc un intermédiaire à un motif protégé, ici la race. Mentionnons également la notion de discrimination systémique, qui peut englober des actes de discrimination directe et indirecte et qui renvoie au système de domination historique. Il ne faut pas considérer les frontières entre ces différentes notions comme étant rigides, elles sont plutôt floues. Maintenant, la discrimination algorithmique, eh bien, elle consiste principalement de la discrimination indirecte, bien que des fois elle soit directe, et s'inscrit souvent dans le cadre de la discrimination systémique envers des groupes historiquement marginalisés, quoique il y a aussi la possibilité de discriminer sur d'autres nouveaux groupes. Mais comment la discrimination peut se glisser dans un système d'IA? Eh bien, il y a plusieurs moments où des biais peuvent s'y introduire. Tout d'abord, les données d'entraînement. Il y a principalement deux façons qui font que les données d'entraînement conduisent à de la discrimination. Premièrement, il y a la question de l'échantillon ou de la taille des données. Prenons l'exemple des systèmes de reconnaissance faciale qu'Alexandra a mentionné. Pourquoi font-ils plus d'erreurs avec les personnes racisées? Eh bien, des chercheurs ont trouvé que c'est parce que les équipes qui développaient ces systèmes ont utilisé des bases de données d'images contenant très peu de personnes racisées. En fait, seulement 7% étaient des personnes noires. Donc, la même chose peut être dite pour les systèmes de reconnaissance faciale et le taux d'erreur envers les personnes trans. Il y a un manque de diversité dans les données d'entraînement qui fait en sorte que les systèmes marchent moins bien envers ces populations le plus souvent marginalisées. Inversement, il est possible que les groupes marginalisés soient surreprésentés dans les bases de données, notamment parce que des fois, les données des personnes privilégiées sont plus protégées que celles des personnes marginalisées. Donc, cela aussi peut amener des biais. Donc, ces biais liés à l'échantillon des données d'entraînement seront la plupart du temps des cas de discrimination indirecte. La deuxième façon par laquelle les données peuvent être source de discrimination concerne les exemples biaisés dans les données, soit les class labels, étiquettes de classe erronées. Imaginons un algorithme de recrutement qui est entraîné sur des décisions d'un employeur, un employeur qui rejetait des CV de femmes et de personnes racisées. Ici, des candidatures probablement fortes ont été classées avec des étiquettes comme faibles, vu qu'elles n'ont pas été retenues. Il y a donc des étiquettes qu'on pourrait dire erronées. Ainsi, un algorithme apprenant de ces exemples biaisés va apprendre à disqualifier les candidatures féminines et les personnes racisées. C'est probablement ce qui est arrivé avec le système de triage de CV d'Amazon, qui s'était fondé sur les données d'embauche dans la compagnie. Ce cas peut être décrit comme la discrimination directe, vu qu'il effectuait une distinction explicitement sur le mot « femme » ou « féminin ». Mais beaucoup de fois, ce type de biais par les class labels représente de la discrimination indirecte. Finalement, comme mentionné précédemment, dans l'apprentissage machine, c'est l'algorithme lui-même qui effectue des corrélations entre les différents éléments. Ainsi, il est possible qu'un algorithme de risque de récidive, par exemple, apprenne qu'un tel élément est corrélé à un haut risque, par exemple le code postal. C'est un élément qui pourrait être considéré neutre vu qu'il ne renvoie pas
explicitement un motif protégé. Mais non, il n'est pas neutre parce qu'il y a un lien entre le code postal et la race. Donc, si un algorithme effectue une distinction directement sur le code postal, bien, indirectement, l'algorithme aura un impact différent sur les personnes racisées. L'exemple de Compass suit probablement cette logique-là. Donc, c'est de la discrimination indirecte ou par proxy. Voilà certaines des causes possibles de la discrimination algorithmique. Souvent, si on ne prête pas attention, il peut être facile de ne pas être capable d'identifier qu'il y a un cas de discrimination. Et même lorsqu'on a identifié qu'il y a un impact différent, il peut être difficile d'identifier la cause du biais. Souvent aussi, ce n'est pas des catégories rigides, séparées. Des fois, c'est un peu de toutes ces causes-là ensemble qui font de la discrimination. De plus, c'est quand on fait les manchettes, mais souvent, les algorithmes ne sont pas dévoilés, donc on peut être victime de discrimination algorithmique sans le savoir. Au regard de tout cela, les cas de discrimination dans le contexte de l'utilisation de l'IA sont avérés, ils ont été démontrés. Il est donc pertinent de se demander comment pouvons-nous prévenir les cas de discrimination liés à l'IA et, le cas échéant, assurer une réparation aux personnes lésées. On va présenter donc ce qui est actuellement en place pour lutter contre la discrimination en général et dans le cadre spécifique de l'IA, en droit et en éthique. Donc, je vais aborder brièvement le droit québécois et canadien. Tout d'abord, mentionnons les dispositions contre la discrimination dans la Charte canadienne et la Charte québécoise. Normalement, la vision dans ces deux chartes de l'égalité, c'est la conception de l'égalité réelle et pas l'égalité formelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'égalité réelle, on considère que ce ne sont pas toutes les distinctions qui sont discriminatoires et qu'un traitement identique peut engendrer des inégalités. De plus, une intention de discriminer n'est pas nécessaire. Ce qui importe, c'est plutôt l'effet de la loi ou de la mesure sur l'individu ou le groupe concerné. Ainsi, on couvre à la fois la discrimination directe et indirecte. Également, les considérations sociales liées aux préjudices historiques qui ont été vécus par les groupes marginalisés sont aussi pertinentes pour l'analyse dans l'égalité réelle. Donc, dans la Charte canadienne, c'est l'article 15 qui prévoit le droit à l'égalité, puis celui-ci, comme le reste de la Charte, s'applique à l'action gouvernementale, donc à la législation et aux actions par le pouvoir public. Pour prouver une violation de l'article 15, il faut prouver que la mesure crée à première vue ou par son effet une distinction fondée sur un motif, énuméré ou analogue, et qu'elle impose un fardeau ou elle nie un avantage d'une manière qui a pour effet de renforcer et d'accentuer le désavantage. Étant donné ce qu'on a dit sur l'égalité réelle, il y a des fortes raisons de croire que l'article 15, dans son esprit, il protège contre la discrimination algorithmique, car cette dernière a un impact disproportionné sur des personnes en raison des catégories protégées. Par contre, dans l'arrêt Ewart de la Cour suprême, concernant un outil actuariel d'analyse de risque, la Cour énonce que le plaignant n'avait pas démontré une atteinte à l'article 15 parce qu'il n'a pas prouvé que les outils contestés surestimaient effectivement le risque posé par les détenus autochtones. C'était un cas de cette sorte. Essentiellement, il n'y avait pas suffisamment de preuves sur cet effet disproportionné. Donc, cela peut représenter un enjeu dans les cas qui nous intéressent, étant donné qu'on connaît souvent peu les détails sur les algorithmes et les données, vu qu'ils ne sont pas divulgués, et même lorsqu'ils le sont, ils sont faits d'une façon qui est peu accessible pour un plaignant, mettons, ordinaire. Ensuite, il y a la Charte québécoise, qui, elle, s'applique aux rapports privés. La disposition principale contre la discrimination se situe à l'article 10, et ce droit à l'égalité, contrairement au droit à l'égalité canadienne, n'est pas autonome. Cela veut dire qu'il faut, si on fait une demande en discrimination, joindre l'article 10 avec un autre article, avec un autre droit. Donc, par exemple, le droit à la dignité. Pour prouver la discrimination, à première vue, le demandeur doit démontrer qu'il y a existence d'une distinction, exclusion ou préférence qui est fondée sur un des motifs énumérés et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. Donc, ce qu'on a dit sur l'opacité des algorithmes et l'incidence sur la preuve, ça demeure un enjeu ici aussi. Également, dans le passé, on comprenait que pour que les deux premières étapes soient franchies, il fallait établir un lien entre la distinction et un motif. Donc, il fallait que dans la distinction, le motif a été un facteur. Ce n'était pas nécessaire que la décision du défendeur soit uniquement basée sur le motif. C'était plutôt l'effet de la mesure qui nous intéressait. Par contre, depuis l'arrêt Ward rendu vendredi, il semble qu'il faut que la décision de la personne ou de l'entreprise soit intentionnellement basée sur un motif. Ça ne veut pas dire que l'intention de discriminer est nécessaire, mais la majorité semble dire que la décision de la personne doit être quand même intentionnellement basée sur le motif. Bien que ces décisions concernent des propos discriminatoires, on peut se demander s'il y aura des répercussions dans les cas qui nous intéressent.
Comment, dans le cas de la discrimination algorithmique, on va comprendre le deuxième critère, à savoir le fait d'être fondé sur un motif énuméré, alors qu'on sait que souvent les algorithmes ne considèrent même pas dans leur input ou données les catégories protégées. Donc, cela reste à voir dans les années à venir. Également, il y a aussi un projet de loi C11 sur la protection des données à caractère personnel qui sert à protéger les renseignements personnels des individus. Donc, ne touche pas directement à la discrimination algorithmique, mais ça indirectement. Puis, mentionnons aussi la directive sur les décisions automatisées du Conseil de Trésor qui impose des obligations dans tous les ministères fédéraux qui veulent implanter un système d'IA ou un système algorithmique. Puis finalement, une piste à explorer, ça peut être aussi le devoir de diligence des entreprises, donc le duty of care, qui demanderait aux entreprises de prendre des mesures visant à prévenir la discrimination algorithmique. Voilà, je cède la parole à Alexandra. Merci, Lucia. Oui, donc je vais vous parler de ce qui se fait en dehors du Canada, parce que ces enjeux ils sont aussi considérés, bien sûr, en dehors du Canada. D'abord aussi à travers le droit à l'égalité qui s'élève au rang de droit fondamental dans beaucoup d'États et qui est reconnu par plusieurs instruments internationaux, à l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Charte des droits fondamentaux de l'UE, de l'Union européenne, qui a aussi un article sur le droit à la non-discrimination. Mais à côté de ces dispositions plus générales sur le droit à l'égalité et la non-discrimination, il y a aussi des outils internationaux qui ont été élaborés spécifiquement dans le cadre du développement de l'IA et de ses applications, et pour répondre à certains enjeux aussi. Donc, on peut déjà, pour commencer, penser au fameux RGPD de l'Union européenne, le Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur en 2018. Donc, comme le projet de loi C11 que Lucia a mentionné, ce n'est pas un règlement qui traite directement de discrimination, mais il est relatif à la protection des données à l'égard du traitement, relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Et comme on le sait, même si ça ne traite pas de discrimination directement, les données, elles sont centrales en intelligence artificielle et, comme Lucia l'a montré, elles peuvent jouer un rôle important dans la discrimination. Donc, même si aujourd'hui son efficacité et son applicabilité commencent à être remis en question, on peut considérer que son adoption du RGPD a poussé plusieurs États à légiférer sur la question des données et de l'IA. Et d'ailleurs, le Canada s'inspire de cette réglementation pour sa proposition. Donc, rapidement, ce que ça fait, ce RGPD, c'est qu'il établit des obligations pour les États membres, comme par exemple, ils doivent se doter d'une autorité de contrôle de protection des données, et il va aussi octroyer différents droits aux individus, utilisateurs et consommateurs, comme par exemple le droit à l'oubli, donc le droit de demander à ce que des données à caractère personnel qui avaient été stockées soient effacées. Le règlement s'intéresse également au profilage algorithmique et à ses implications, mais vraiment sur le plan des données à caractère personnel. Et c'est là le principal écueil du point de vue de la discrimination en IA, parce que dans le cadre de la discrimination en IA, les données sur lesquelles se base une décision ou une recommandation d'un système d'IA n'ont pas besoin d'être à caractère personnel pour que ce soit pas la discrimination. Donc, en d'autres termes, un individu n'a pas besoin d'être identifié pour être discriminé. Ça va être ses intérêts, ses comportements, ses situations qui vont être présumés sur la base d'autres informations qui ne sont pas forcément liées à son identité. Donc, par exemple, les articles qu'on a lus hier. Mais beaucoup plus récemment, la Commission européenne a présenté une proposition de législation spécifique à l'IA. Elle l'a rendue publique en avril dernier, et puis elle devrait être mise en application à partir de 2024. Encore une fois, l'UE, elle s'est positionnée pas mal comme un précurseur avec cette législation spécifique sur l'IA qui est applicable à plusieurs États. Donc, sur papier, cette initiative, elle vise à encadrer l'IA de façon à la rendre digne de confiance. En pratique, c'est pas mal une logique de protection du consommateur qui s'opère. L'originalité de cette législation, c'est que l'UE propose une approche basée sur les risques. Donc, ce n'est pas une réglementation globale de tous les systèmes d'IA, mais elle fait la distinction entre différents systèmes, notamment les utilisations de l'IA qui créent un risque inacceptable, ceux qui créent un risque élevé et ceux qui ont un risque faible ou minimal. La classification, elle repose sur la finalité du système d'IA qui est évalué. Donc, par rapport au système qui présente des risques inacceptables, la législation elle identifie des pratiques interdites, comme par exemple l'utilisation par les gouvernements de systèmes d'IA qui visent à noter les citoyens, à établir un classement de fiabilité pour les traiter différemment selon les notes qu'ils ont obtenues. Donc ça fait partie des usages interdits. Et donc, il y a une liste de certains systèmes qui sont interdits. Il y a les systèmes d'IA qui sont qualifiés à haut risque. C'est ceux qui présentent des risques importants pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Et c'est une catégorie intéressante dans cette législation parce que c'est celle pour laquelle il y a le plus d'exigences. Donc, il y a une annexe à la législation qui liste les systèmes d'IA à haut risque selon des domaines auxquels ils appartiennent.
Ces systèmes à haut risque doivent répondre à des exigences particulières et surtout de faire l'objet de procédures d'évaluation de la conformité avant de pouvoir être mis sur le marché de l'Union européenne et aussi pendant leur utilisation. Comme obligation, il y a par exemple, entre autres, la nécessité d'un contrôle humain. Donc, il faut un contrôle effectif par des personnes humaines pendant la période d'utilisation du système au moyen d'interfaces homme-machine appropriées. Donc, c'est vraiment l'idée de human in the loop et que les processus ne soient pas entièrement automatisés. Il y a aussi des obligations de transparence, notamment pour les systèmes qui présentent des risques de manipulation. Donc, par exemple, il faut que les personnes, quand elles interagissent avec quand elles interagissent avec un système d'IA, il faut qu'elles le sachent ou qu'elles sachent aussi que leurs émotions ou caractéristiques sont reconnues par des moyens automatisés. Il y a aussi, ces obligations, elles sont imposées aussi aux fournisseurs et aux utilisateurs des systèmes. Donc, l'idée, c'est que tous les membres de la chaîne de valeur ont des responsabilités. En ce qui concerne les applications, les applications à un risque faible, il n'y a pas d'exigence particulière, mais ici, les fournisseurs de ce type de système sont encouragés à se doter d'un code de conduite et aussi, on les invite à appliquer volontairement les mêmes exigences qu'il y a pour les systèmes à haut risque, à leur propre système. Pour finir, ce qui est intéressant à noter au sujet de cette législation, c'est qu'il y a une importance qui est donnée à la définition de l'IA et donc, il y a vraiment des paragraphes dédiés à ça et il y a aussi une liste qui doit être régulièrement mise à jour de techniques et approches spécifiques utilisées pour le développement des systèmes. Donc, l'idée, c'est que les nouvelles techniques qui se développent soient aussi intégrées là-dedans. À côté de cette réglementation, c'est aussi important de noter que les organisations internationales, elles ont formulé des recommandations sur l'IA, comme par exemple l'Union européenne, avant la législation, elle avait proposé les lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Il y a aussi une récente recommandation de l'UNESCO qui n'a pas été encore adoptée, qui va être soumise à la conférence générale à la fin de l'année, et qui se qualifie comme le premier instrument normatif mondial sur l'éthique de l'IA. Donc là aussi, c'est très intéressant. Ça a mobilisé quand même une diversité d'acteurs, mais ça reste une recommandation et donc ce n'est pas contraignant, en tout cas pas aussi contraignant qu'une convention ou qu'une législation. Et d'ailleurs, en fait, en termes d'éthique, c'est surtout des initiatives non contraignantes, non réglementaires qui dominent en fait le jeu, donc comme par exemple la Déclaration de Montréal qu'on connaît. Donc, ce constat, ça permet de se poser la question du rôle de l'éthique dans la lutte contre la discrimination de l'IA et c'est ce que Andréane va aborder maintenant. Merci, Alexandra. Donc, ces instruments-là dont Alexandra vient justement de parler, on les associe parfois en droit à ce qu'on appelle le droit souple, donc des règles ou des orientations qui sont non contraignantes, mais qui peuvent avoir quand même des effets normatifs importants. On réfère aussi à ces textes comme appartenant à l'éthique de l'IA parce que, bien sûr, plusieurs d'entre eux contiennent ou comprennent des principes éthiques. Donc, l'éthique de l'IA, vous le savez sûrement, c'est un domaine qui est en pleine effervescence depuis les dernières années, possiblement à cause des limites des cadres juridiques actuels là, dont il y a été question justement dans la discussion pour encadrer l'IA. Mais on sait que les publications sur les risques liés à l'IA se multiplient là, à un rythme absolument effréné, à la fois dans le monde académique, mais aussi de plus en plus dans les médias plus populaires qui s'intéressent aussi à la question. Puis depuis les 10 dernières années, on parlait de documents, de chartes, de déclarations, de recommandations ou autres types de lignes directrices. Il y en a eu, on en a recensé là, plus de 170 à date en éthique de l'IA. Et c'est intéressant parce que c'est des instruments qui sont issus d'une multiplicité d'acteurs, d'organisations internationales, des organismes publics ou privés, de l'industrie même, du monde académique, bien sûr, mais de la société civile, des organisations professionnelles aussi ont voulu se doter de tels cadres. Et évidemment, certains d'entre eux sont aussi issus d'une collaboration entre différents de ces acteurs. Donc, c'est sûr qu'on peut voir d'un œil positif qu'il y a une sensibilisation aux enjeux liés à l'IA, puis qu'il y a une volonté de l'encadrer, cette technologie-là, par des principes éthiques comme la transparence, la justice, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance. Mais même si là, on a pu voir dans la recherche qu'il y avait un consensus autour de certains de ces principes-là, en l'occurrence par rapport aux enjeux liés à la justice sociale, à l'équité puis à la discrimination, c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est certain que ces documents-là présentent là, des limites assez importantes. Parce que dans ces documents-là, les principes sont bien souvent non
définie de manière explicite ou sinon définie de manière très, très large. Par exemple, on peut s'entendre pour dire qu'on veut que l'IA soit au bénéfice de l'humanité, mais qu'est-ce que ça veut dire être bénéfique pour l'humanité? Donc, ça pose réellement des questions, des défis d'interprétation, des défis d'applicabilité aussi. Et la conséquence de ça, c'est que ces documents-là, malheureusement, sont assez peu utilisés par les concepteurs des systèmes d'IA qui ont vraiment de la difficulté à traduire ces exigences-là en des termes techniques, en fait. Un autre problème, c'est que il y a certains qui accusent, à raison d'ailleurs, il faut le dire, des entreprises de brandir ces documents-là dans l'objectif de freiner la réglementation qui serait contraignante. Et ça, ils font ça sans modifier réellement leur pratique. On le sait que la plupart des GAFAM ont adopté à l'interne un code d'éthique en lien avec l'IA, mais les effets de cette autorégulation-là sont assez limités. On peut penser aussi à des scandales qu'il y a eu en lien avec l'éthique de l'IA. Par exemple, chez Google, quand Timnit Gebru, qui est une chercheuse en éthique de l'IA, a été licenciée après avoir critiqué les politiques de recrutement de Google, puis aussi les biais algorithmiques là, qui étaient utilisés dans l'entreprise. Donc, c'est certain qu'on est obligé d'en venir à la conclusion que ces documents-là ont des effets normatifs très limités, voire peut-être même nuls. Et il y a plusieurs qui y voient un risque sérieux de ce qu'on appelle du ethics washing ou du blanchiment éthique. C'est sûr que cette forme-là d'instrumentalisation de l'éthique à les fins de relations publiques, évidemment, elle a suscité beaucoup de critiques. Mais le problème, c'est que même si ces personnes n'ont pas tort, c'est que ça entraîne un phénomène qu'une chercheuse qui s'appelle Elettra Bietti qui a qualifié de ethics bashing dans un article qui s'appelle From Ethics Washing to Ethics Bashing. Et elle dit que, ben oui, c'est vrai qu'il faut assurément dénoncer ces dérapages-là, tenter de les prévenir, mais le fait d'écarter l'éthique de la discussion sur la manière dont on devrait encadrer l'IA serait assurément une immense perte. Et donc, la solution, c'est que, bien sûr, il faut continuer à critiquer cette instrumentalisation, mais ça serait aussi de réussir à penser l'éthique non pas comme vouloir faire compétition au droit, mais comme complémentaire au droit. Donc, l'éthique, en fait, peut intervenir de plusieurs manières pour jouer un rôle différent, mais tout aussi nécessaire dans l'encadrement normatif de l'IA. Rapidement, l'éthique peut intervenir à la fois en amont puis en aval du droit. En amont, bien, pour nous aider à penser quels usages on souhaite interdire ou encadrer de manière plus ou moins serrée. Elle peut nous aider à réfléchir à la question de savoir pourquoi on veut le faire et de nous aider à réfléchir peut-être à la redéfinition nécessaire de certains droits fondamentaux dans le contexte du numérique. Par exemple, en l'occurrence, le droit, les enjeux liés à la discrimination. On sait qu'il y a aussi certains principes éthiques qui ont été intégrés dans les nouvelles lois. Par exemple, le règlement sur l'IA a intégré le principe de la transparence. Et l'IA aussi peut intervenir en aval du droit, dans un espace qui se situe finalement au-delà de ce qui serait permis ou interdit par la loi. Ben, c'est sûr que dans cet espace-là, il s'agit quand même de se poser la question de savoir, au-delà de ce qui est légal ou non, quel type de développement technologique sont souhaitables ou non. Et on pourrait même penser que des entreprises, même si elles agissent dans le cadre de ce qui est permis par la loi, pourraient vouloir évaluer les impacts éthiques de leur système d'IA. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup d'outils d'analyse d'impact éthique qui ont été développés, souvent en lien avec certaines chartes et déclarations, pour leur donner une portée plus pratique. C'est d'ailleurs ce qui est dans l'esprit du règlement sur l'IA qui prévoit ce type de processus-là pour des systèmes à risque moins élevé. Et il y a aussi également des organisations qui proposent de plus en plus des services d'audit algorithmique. Donc, c'est des organismes internes, des entreprises en fait, qui, un peu comme en finance, vont évaluer les systèmes en fonction de leur conformité aux lois, mais aussi aux principes éthiques. Puis, ça pourrait éventuellement donner lieu à différentes formes de certification. Euh, Fait intéressant, puis je vais peut-être terminer là-dessus, c'est que ces audits-là peuvent intégrer des évaluations d'impact sur les droits humains. Et c'est une approche qui est vraiment intéressante parce que ça pourrait permettre éventuellement de prévenir la discrimination avant qu'elle ait lieu et éventuellement aussi dans limiter les risques. Donc, l'idée, c'est que ces outils-là, qui ont évidemment certaines limites, pourraient intervenir là où le droit peut pas intervenir ou ne devrait pas intervenir. Et il pourrait être aussi, ainsi perçu comme un instrument complémentaire au droit national et international.
Oui, merci Andréane. Donc, rapidement, pour conclure, avec tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, je pense qu'on peut constater qu'il n'y a pas de réponse unique, simple et claire aux questions qu'on a traitées, à savoir pourquoi est-ce que l'IA constitue un risque particulier en matière de discrimination et comment est-ce qu'on peut prévenir ces risques et comment on peut les mitiger. Mais ce qu'on sait, c'est que la discrimination dans le cadre de l'utilisation de systèmes d'IA existe, elle est bien réelle et présente. On sait qu'elle n'est pas souhaitable et on sait aussi que le cadre normatif actuel, il n'est pas suffisant pour mitiger et adresser ces risques de discrimination et les cas de discrimination quand ils se produisent. On constate également qu'au regard de la diversité et la complexité des enjeux de discrimination, qui sont d'ailleurs pas les seuls enjeux liés à l'IA, on peut pas concevoir une solution unique. On devrait sûrement avoir besoin de plusieurs cadres normatifs nécessaires qui s'adaptent à différents cas. Et on comprend aussi que le rôle de l'éthique dans la régulation de ces enjeux est quand même important. Et ça démontre qu'il y a un besoin très important de collaboration entre tous les différents acteurs de l'IA, les utilisateurs, les personnes qui conçoivent les politiques publiques, mais aussi justement les personnes en éthique. Donc voilà, c'est pas mal tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur ces deux questions. Bien, merci beaucoup à vous trois. Vous avez, dans un temps limité, rassemblé la plupart des grandes questions. Donc, félicitations. Avant d'ouvrir le plancher pour des questions, je souligne que si vous avez mis beaucoup l'accent sur les enjeux éthiques et juridiques, il reste qu'en filigrane, on voit bien que les enjeux qui touchent l'IA et la discrimination, ce ne sont pas des enjeux principalement ou même purement techniques, mais ce sont des enjeux vraiment qui nécessitent un regard interdisciplinaire. Quand on parle de discrimination indirecte, c'est évidemment, ça appelle au savoir sociologique, en criminologie, parce qu'il s'agit non pas de voir comment la machine fonctionne en elle-même, mais quelles en sont les conséquences par la suite. Et donc, il est nécessaire d'y avoir un regard historique aussi, parce que les biais qu'on a mentionnés qui découlent de pratiques antérieures se reflètent ensuite dans les bases de données. Il y a l'importance de l'analyse économique. Donc, essentiellement, c'est un enjeu qui dépasse de très loin simplement les enjeux techniques. Certains, mauvaise langue, diraient on ne peut pas juste laisser ça aux ingénieurs. Donc, c'est important que les gens en sciences humaines, sciences sociales, de manière très large, se préoccupent de ces enjeux-là. Il y a là un terreau très, très fertile pour des réflexions pour des membres du CRIDAC, donc sur la diversité et la démocratie, parce que l'intelligence artificielle pose un risque tant pour la diversité et la démocratie si on n'en prend pas bien soin. Donc, voilà, je vais prendre je vais faire un peu le contrôleur aérien. Là. Vous pouvez me faire signe pour les questions, soit dans le texte, vous pouvez lever la main ou bien non mettre votre nom dans le chat et puis je vous donnerai la parole. Peut-être en attendant, une première question que je pourrais lancer, c'est le problème peut-être de la preuve. Comment on fait pour démontrer, vous avez souligné là, que parfois ça peut être difficile de savoir même qu'on a été victime de discrimination. Puis ensuite, une fois disons qu'on le découvre, comment on fait pour convaincre un organe, là, un tribunal, qu'on a pu faire l'objet de discrimination comme ça? Est-ce que vous avez quelques... Mm-hmm. Mais dans le dernier, en fait, un des derniers arrêts de la Cour suprême sur l'article 15, donc la charte canadienne, la juge Abella mentionne que pour prouver, mettons, l'effet disproportionné, on peut avoir un recours à deux types de preuves, notamment un peu la situation du défendeur, de la personne qui fait la plainte. Donc, ça peut être les désavantages historiques qu'il a eus, puis aussi les conséquences concrètes de la loi ou de la mesure sur la personne. Donc là, la preuve statistique, peut-être comparant, donc dans le cas de la discrimination algorithmique, ça pourrait être
ça demanderait quasiment une étude sociologique un peu de voir, OK, ben, cette décision est là, voilà, les personnes blanches ont reçu, mettons, ce type de décision, alors que les personnes racisées reçoivent d'habitude ce type de décision. Mais pour ça, c'est sûr que ça... je pense que pour qu'une personne puisse réussir sa demande, il va falloir qu'il y ait des obligations de divulgation de statistiques. Donc, pas nécessairement l'algorithme en soi, parce que des fois, juste avoir l'algorithme, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations si on n'a pas accès aux données d'entraînement, si on n'a pas des statistiques sur les décisions. Donc, je pense que c'est des éléments qui vont devoir être nécessaires pour que les personnes puissent avoir de la preuve, donc pour étayer leur prétention, leur allégation. Si je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est que justement, au vu de cette difficulté que ça implique, je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important que ces risques de discrimination ils soient reconnus, qu'on dise, on sait qu'ils existent, qu'ils sont très présents, ces risques, pour que justement on puisse imaginer après des façons de prouver qu'ils se sont passés quand ils se sont produits, mais aussi être conscient qu'ils existent pour pouvoir évidemment les prévenir. Donc ça, c'est clairement tout ce qu'on a dit là, c'est sûr que ça va ensemble. C'est pour ça qu'on disait aussi qu'il y a vraiment besoin de plusieurs cadres différents à différents niveaux, parce que c'est aussi justement en reconnaissant d'abord que ces risques existent, qui peuvent se produire, qu'on va pouvoir au moins accepter si quelqu'un dit « oui, je pense que j'étais discriminée dans ce contexte-là ». Merci. Pour faire suite à la discussion, peut-être Marie Carpentier, de la Commission des droits de la personne, qui a publié un rapport d'ailleurs sur ces enjeux. Donc, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alors, oui, effectivement, c'est ma question. En fait, j'ai deux questions. Ma première question est en lien avec ce qui vient d'être dit. Dans ma compréhension de l'affaire, quand on veut démontrer une discrimination, donc il y a une preuve, comme vous l'avez indiqué, il y a une preuve à faire de discrimination prima facie. Donc, il y a un effet disproportionnel sur un groupe en raison d'un motif de discrimination et qui affecte un droit en particulier. Donc, si on prend par exemple un algorithme ou un système d'intelligence artificielle qui procéderait à du recrutement, dans ma compréhension de l'affaire, il s'agirait de montrer que la proportion des personnes, par exemple des femmes embauchées, est pas proportionnelle au nombre de candidatures satisfaisantes. Par exemple, on embauche 10% de femmes alors qu'il y aurait 30% de candidates qui pourraient être embauchées. J'aimerais savoir, donc, pour en arriver à ma question, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des références ou est-ce qu'il y a eu des situations où la Charte québécoise a été testée, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance, puis elle a échoué dans sa démonstration. J'entends qu'il y a eu le cas canadien sur la Charte canadienne, mais la démonstration de la discrimination dans le cadre canadien, c'est pas le même que dans le cas de la Charte québécoise. Alors, pour ma part, en fait, j'ai confiance que la Charte québécoise pourrait être utilisée avec succès si on avait des preuves importantes de discrimination, comme dans les cas que vous avez énumérés, là, où les preuves de discrimination étaient assez flagrantes. Donc, je voulais savoir d'une part si ça avait été testé. D'autre part, je me demandais ce que vous pensez des modifications qui ont été apportées à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, dans le secteur public, par le projet de loi 64 qui a été adopté cet automne. Puis une troisième question, c'est que vous avez mentionné qu'il y avait éventuellement des secteurs ou des occasions où le droit n'était pas, où l'éthique pouvait remplacer le droit parce que ce n'était pas désirable d'utiliser le droit ou pas préférable, ou en tout cas que ce n'était pas intéressant. J'aimerais ça avoir plus d'informations sur les contextes dans lesquels l'éthique est préférable au droit. Peut-être qu'on peut commencer par cette dernière question-là, en laissant la parole à Andréane. Puis ensuite,
on reviendra aux questions juridiques. Parfait. Merci pour les questions. C'est vraiment des questions très pertinentes, des questions très difficiles. Pour ma part, la dernière question, c'est une question qui est pas simple, en fait, de placer le droit et l'éthique, puis d'identifier quel terrain chacun devrait couvrir. C'est, je pense, un des objectifs principaux de ma thèse, c'est de travailler sur cette compréhension-là complémentaire. Mais je pourrais dire, peut-être pour répondre de manière un peu plus spécifique à votre question, c'est que le sens de ce que j'ai dit quand j'entendais que parfois le droit devrait peut-être plus laisser la place à l'éthique, c'est dans l'esprit du contexte du pluralisme moral. Au sens où l'objectif du droit n'est pas de dicter ce qui est bien et ce qui est mal, mais qui est de nous donner des balises pour encadrer nos conduites. Donc, bien sûr, si on prend un cas extrême où le droit en vient à dire ce qui est bien ou mal, bien évidemment, on peut verser dans le totalitarisme, dans des cas très extrêmes. Donc, c'est dans ce sens-là que je l'entendais. Alors, je pense qu'il y a un espace au-delà de ce qu'on veut réglementer ou pas, pour quand même se poser des questions sur ce qu'on devrait faire ou pas. Et je pense que là, le rôle de l'éthique peut être complémentaire. Donc, sans imposer de contraintes aux acteurs, des contraintes qui pourraient être préjudiciables à certains égards et pourraient nuire finalement au pluralisme moral qui est au fondement de notre société démocratique. Je pense qu'au-delà de ça, il y a tout de même un espace pour se demander ce qu'on devrait faire et quelle solution technologique on devrait employer dans quel contexte. Et je pense qu'il y a une sensibilité accrue à ces questions-là aujourd'hui de la part des entreprises, pas toujours pour les bonnes raisons. Souvent, c'est qu'on veut éviter des scandales ou qu'on veut faire patte blanche ou on veut avoir une bonne image. Mais tout de même, il semble y avoir quand même une volonté de s'assujettir à ce genre de processus-là qui vont au-delà de ce qui serait prévu. Par exemple, on parlait du règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle qui va vraiment là, assujettir les applications à haut risque à un cadre très, très serré. Mais au-delà de ça, il y a quand même toutes sortes d'applications qui peuvent poser des problèmes éthiques, puis qui ne seront pas, puis qui, à mon sens, ne devraient peut-être pas non plus être encadrées de manière aussi serrée par le droit. Donc, j'espère que ça répond à la question. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. Peut-être que je peux donner un exemple, tu me diras, Andréane, si ça correspond à ça. Il y a une obligation légale de payer ses impôts. Il n'y a pas d'obligation légale de participer à la philanthropie. Mais il peut être éthique de donner à des causes charitables, mais ce n'est pas une obligation légale. Donc, c'est un petit peu ça. Sur certains aspects, dans certains cas, le droit peut créer un seuil d'obligation. Puis au-delà de ça, entre autres, ça relève de l'éthique individuelle. C'est un des exemples, c'est pas le seul, mais... Je peux peut-être répondre à la première question. Donc, à ma connaissance, non, il n'y en a pas eu de cas de discrimination algorithmique dans les tribunaux par rapport à la Charte canadienne, à la Charte québécoise, pardon. Je sais qu'il y a quelques années, en 2019, Maître Audrey Boctor avait débuté un recours contre Facebook, contre donc, la discrimination algorithmique de Facebook dans ses recommandations. Mais en se basant sur la Charte québécoise, mais je ne sais pas où est-ce que ça en est présentement. Il n'y a pas eu de décision, ça c'est sûr. Mais on peut penser à la décision Bombardier de la Cour suprême qui touchait la Charte québécoise, dans laquelle la Cour n'a pas... il y avait une preuve il y avait une preuve d'effets disproportionnés étayée par des experts sociologiques, d'une certaine façon, qui disaient que depuis 2001, les personnes d'origine arabe étaient discriminées dans beaucoup de secteurs. Et puis là, on avait une décision donc c'était un pilote qui n'avait pas eu son permis parce que, c'était
une institution américaine qui ne lui avait pas octroyé, en fait, Bombardier faisait affaire avec une institution américaine, puis l'institution ne l'avait pas octroyé, le permis, puis on ne savait pas exactement est-ce que la décision de ne pas lui octroyer ce permis était fondée. Donc, c'est encore le critère d'être fondé. Puis la Cour a dit que non, qu'il n'y avait pas une preuve vraiment que c'était fondé. Les éléments de preuve étaient là, et donc, je pense que ça peut arriver dans le cas de la discrimination algorithmique de voir, OK, il y a une preuve statistique, mais on ne sait pas vraiment, est-ce que la décision est vraiment fondée sur ça? Est-ce que ce n'est pas d'autres facteurs? Par exemple, est-ce que, dans le fond, les femmes n'ont pas fait les CV qui ont été rejetés, dans le fond, c'est peut-être à cause d'autres choses, c'est peut-être juste une corrélation. Et donc, c'est là tout l'enjeu, à la fois dans la Charte québécoise et la Charte canadienne, la question de la causalité. Est-ce que c'est nécessaire, la causalité, ou est-ce que c'est juste comme la corrélation, c'est assez suffisant? Puis la Cour suprême est divisée sur la question. On le voit dans la Charte québécoise et la Charte canadienne, elle est divisée. Des fois, on dirait que, par exemple, dans Fraser, c'est clair, la majorité dit que causalité n'est pas nécessaire. Mais là, dans Ward, je ne sais pas si la majorité... Je ne sais pas. C'est vraiment le critère d'être fondé qui va, je pense, être l'angle, un des enjeux dans les cas de discrimination algorithmique. Oui, j'entends votre réponse, mais là où je suis sceptique, c'est que dans l'affaire Bombardier que vous citez, il y avait un problème avec le fait que les autorités canadiennes, les autorités Bombardier qui est situé au Canada, donc qui étaient soumis aux exigences de la Charte, répondaient à des exigences américaines qui, eux, n'étaient pas soumis aux exigences de la Charte. Fait qu'il y avait cette problématique-là de Bombardier appliquait une réglementation américaine, donc ne pouvait pas être tenu responsable de la réglementation américaine. Donc, il y avait ce problème-là. Dans Ward, il y a aussi un enjeu de la Cour estime qu'on aurait dû aller en diffamation plutôt qu'en discrimination. Donc, il y a des éléments de complexité qui n'ont pas trait à la discrimination comme telle. Là où moi, je suis comme plus optimiste que vous, c'est qu'en fait, théoriquement, une fois qu'on a démontré la discrimination prima facie, c'est au défendeur de démontrer que non, il n'a pas fait de discrimination. Donc, si on est dans le cas de la mise en œuvre d'un algorithme, il va falloir qu'il dévoile les éléments de son algorithme qui empêchent la discrimination, qui amènent ce résultat-là, mais qui ne sont pas discriminatoires. Dans le fond, c'est juste l'idée que moi, je pense que ça peut être tenté, que ça n'a pas encore été tenté, puis que ça prendrait des... En fait, je ne suis pas certaine que le cadre soit insuffisant en ce moment pour être appliqué et applicable. Moi, je ne conclurais pas ça nécessairement puisqu'il n'a pas, à mon avis, été testé de façon suffisante pour arriver à cette conclusion-là. C'est un peu ça mon commentaire. Oui, mais moi aussi, je suis d'accord. Puis surtout, en fait, moi, personnellement, j'apprécie bien quand les tribunaux parlent de l'égalité réelle, puis parlent de, donc, que l'intérêt dans les dispositions contre la discrimination, c'est prévenir comme des effets préjudiciables, puis toutes ces discussions qui, par exemple, n'est pas vraiment présente dans Ward, je pense que ça, c'est des arguments comme cette vision de à quoi ça sert d'avoir une disposition contre la discrimination si elle ne va pas nous protéger contre la discrimination algorithmique. Donc, cet esprit-là, je pense aussi, il militerait. Mais il va y avoir des difficultés, c'est ça. Et je voudrais profiter de l'occasion pour encourager les gens qui seraient au fait de situations de discrimination à venir porter plainte à la commission pour qu'on puisse tester la charte et tester les tribunaux sur ces questions-là. Merci beaucoup. Peut-être une autre question qui pourrait être posée. Je regarde un petit peu là, la démographie autour de la page Zoom. Il y a il semble y avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont présentes aujourd'hui. Est-ce que ça représente quelque chose que vous avez observé dans les discussions sur ces enjeux-là? Est-ce que pour vous, ça a un impact sur où va la recherche sur les enjeux éthiques et juridiques de l'IA? Je vais peut-être commencer à répondre. Je n'ai pas lu d'études là-dessus. Je ne sais pas exactement les statistiques par rapport à ça.
Du point de vue personnel, bon, très très personnel, très proche, oui. Moi, je constate que sur ces sujets, en l'occurrence, je travaille avec Andréane, Lucia, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans ce domaine. Mais en tout cas, j'en sais pas forcément plus. Mais ce qui est certain, c'est que la question de la représentativité, elle est quand même importante dans la prise en considération de ces enjeux-là. Parce que c'est vrai que dans des domaines où il y a un manque de diversité, comme les technologies de l'information, l'informatique, c'est sûr qu'il y a moins d'intérêt, de curiosité, d'envie ou même de conscience de prendre en compte ces enjeux-là. Donc, je pense que c'est une question en tout cas importante. Je ne sais pas quelles sont les impressions de mes collègues par rapport à ça, mais c'est sûr qu'en tout cas, ce serait quelque chose d'intéressant à étudier parce que je pense que ça a des implications. Peut-être que j'ajouterais tout simplement que il y a beaucoup d'autrices qui sont quand même dominantes là, dans les dernières années. On voit qu'il y a un intérêt marqué chez les femmes pour ces questions-là. Puis on sait aussi que, on l'a dit en entrée de jeu, que les algorithmes sont vecteurs des valeurs de ceux qui les ont conçus. Donc, sans que ce soit nécessairement explicite ou manifeste, la manière dont sont conçus les algorithmes reflète les préjugés ou les valeurs de ceux qui les ont conçus. Et ceux qui les conçoivent, ce sont, on le sait, majoritairement des hommes. Donc, il y a quand même une volonté actuellement de diversifier les équipes de conception. Est-ce que ce sera suffisant pour faire en sorte de rendre les algorithmes plus inclusifs? Je ne sais pas. Mais on a pris conscience effectivement là, de ces questions-là, donc c'est déjà un début. Donc, je m'arrêterai ici. J'ai 2 mains levées. Là, je ne sais pas si c'est Élodie Morton en premier ou Virginie Hébert. Allons-y avec la question d'Élodie parce qu'elle est déjà écrite, puis ensuite on passera à Virginie. Donc, elle souligne que, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, la plupart du temps, on ne sait même pas qu'on fait l'objet de décisions sur une base algorithmique. Alors, c'est encore plus difficile d'aller contester la discrimination qui pourrait en résulter. Est-ce que l'intervention de la loi ne serait pas incontournable pour garantir une application du principe de transparence et par la même occasion, une sanction des discriminations algorithmiques? Pose comme question Élodie Morton. Donc, je ne sais pas, Alexandra, peut-être plus au courant de la loi C11 qui prévoit, je crois, des dispositions de transparence quand une compagnie, elle prend les données, puis elle prend une décision en se fondant sur les données, elle doit au moins dire que, comme je pense que c'est une décision où un algorithme a été utilisé. Par exemple, je sais la directive fédérale, donc du Conseil du Trésor, elle impose certaines obligations de transparence, donc au moins au niveau des ministères fédéraux, ça peut être intéressant. Puis, je pense aussi quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des organismes citoyens qui, donc dans leur mission, serait de prendre ces différentes informations sur les algorithmes, les données, puis de faire des études. Donc, et à partir de ces études-là, les citoyens peuvent poser une demande à justice, mais pour que les organismes puissent faire ce travail, il faut clairement des obligations de transparence. Oui. Les audits sur les logiciels et les données. Je pense qu'il y avait Alexandra qui voulait aussi répondre. Non, ça, je confirme ce que Lucia disait là, qu'en effet, ça fait partie de l'obligation de transparence. Elle fait en fait partie de beaucoup de lois, de réglementations sur la protection des données, puis sur l'IA aussi, là, dans la législation sur l'IA de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne. Donc, c'est sûr que ça en fait partie. Mais il y a aussi, puis c'est peut-être là où justement on reprend ce besoin d'interdisciplinarité et puis ce besoin de communication en différents domaines, c'est qu'il faut aussi comprendre comment concevoir la transparence exactement, parce que si c'est juste avoir le code, rendre le code à disposition de tout le monde, le code informatique, algorithmique,
il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Donc c'est là aussi où je pense qu'il y a l'éthique qui rejoint aussi le droit, puis aussi justement d'autres disciplines. Mais c'est sûr que je pense que la loi, elle est nécessaire en tout cas pour forcer les compagnies à avoir des pratiques transparentes. Donc, typiquement, qu'on sache que nos décisions ont été prises sur la base d'un algorithme qui utilise telle donnée qui nous concerne, par exemple. OK. Avant d'aller à la deuxième question d'Élodie, on va aller à Virginie, puis on repassera à la question suivante d'Élodie. Oui, merci. Merci pour ça. C'est une question complexe, mais assez fascinante. Merci pour vos présentations. Moi, ma question, en fait, c'est que je me disais, il y a la discrimination liée à l'algorithme, mais en aval, en amont et en aval, un peu comme vous l'avez dit, là, il y a de l'humain finalement. Donc, si je comprends bien, cette discrimination-là, au fond, c'est comme une sorte de systématisation d'une discrimination qui est liée au comportement humain et même peut-être en aval, il y a toute la question éthique de qu'est-ce qu'on fait avec les algorithmes. Mais je me demandais si justement, ça ne peut pas être, si cette discrimination-là, finalement, par les algorithmes, ne pouvait pas être utilisée par la recherche d'une certaine manière pour mieux comprendre les mécanismes de discrimination qui sont humains. C'est-à-dire qu'il y a je trouve qu'il y a comme quelque chose qui, au fond, est répliqué puis systématisé, puis on voit une espèce d'effet de masse de quelque chose qui, au fond, d'une discrimination qui est fondée dans un comportement humain. Je pense à ce que vous avez dit dans le fait qu'il y avait pour ce qui était de la reconnaissance faciale, par exemple, on avait compris qu'au fond, il y avait une discrimination parce qu'il y avait un manque de diversité, si je comprends bien, dans le comité qui avait fait l'algorithme en question. Donc, c'est ça, je me pose cette question-là. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça d'une quelconque manière. Merci. Je peux peut-être y aller, mais je pense que oui, les cas de discrimination algorithmique nous donnent un peu un reflet de notre société. Donc, et de la complexité de la discrimination et des inégalités en société. Par exemple, plus particulièrement par rapport à la reconnaissance faciale, les bases de données d'images étaient basées sur le portrait médiatique des années 2000, justement. Et puis, donc là, on a un reflet très clair, mais qui est dans le portrait médiatique en général? Bon, dans les années 2000, mais probablement, peut-être des améliorations, mais c'est encore surtout des personnes blanches. Donc, ça nous donne un peu un reflet sur notre société. Puis aussi, ça nous force à avoir des réflexions donc éthiques, juridiques aussi, sur qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut reproduire la réalité ou est-ce qu'on veut des changements? Est-ce qu'on veut... parce que des fois, je parlais des cas de, comment on appelle ça, inaccuracy, donc des cas où ça ne représente pas bien la réalité. Mais mettons quand ça représente bien la réalité et qu'effectivement, par exemple, des personnes racisées sont associées au risque, mais des fois, c'est des questions liées aux conditions matérielles, de pauvreté. Et donc, ça nous force aussi à se dire, est-ce qu'on veut reproduire ça ou est-ce que vu qu'on a ou est-ce qu'on veut d'autres choses, puis comme mettre en place des mécanismes dans les algorithmes pour ne pas juste avoir une reproduction de la réalité, mais avoir une amélioration de la réalité. Merci. Merci. Rapidement, avant de passer à la deuxième question d'Élodie, je souligne la réponse d'un élément d'information de Marie Carpentier qui parle du projet de loi 64 qui oblige les organisations à dévoiler qu'elles ont pris une décision exclusivement sur base d'un traitement automatisé. L'élément problématique, c'est le exclusivement, parce que dans la plupart des cas, ce sont des outils d'aide à la décision et on laisse toujours l'humain peser sur le bouton à la dernière minute, ce qui fait en sorte que ces outils de protection-là sont bien gentils, mais à part pour certains cas là, de type radar automatisé pour votre voiture, là, ça ne nous protège pas énormément pour des cas de discrimination. Donc, la question d'Élodie, c'est deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du concept de ethical by design? Donc,
la balle est dans votre camp. Oui, ben, si vous voulez, je pourrais essayer de répondre. Ben, c'est sûr que c'est un concept qui est intéressant. C'est l'idée dès la conception, en fait, de penser aux enjeux qui pourraient être associés au système d'intelligence artificielle, puis évidemment de le concevoir de manière à les prévenir ou les empêcher. Donc, c'est sûr que c'est une perspective qui est intéressante au sens où on parlait tout à l'heure de l'idée de prévention. Puis je pense qu'il est d'autant plus importante cette idée-là de prévention compte tenu du fait que peut-être même si le cadre actuellement n'est pas insuffisant, en tout cas, il a été du moins de manière insuffisamment exploré pour donner une protection adéquate. Donc, en ce sens-là, c'est sûr que c'est intéressant de penser à ces enjeux-là dès la conception. Maintenant, c'est sûr que c'est pas, on ne peut pas réduire, je pense, l'évaluation éthique à ces considérations-là. Parce que l'éthique, c'est pas un exercice, c'est pas un exercice qui consiste à cocher des cases c'est pas uniquement un exercice de conformité, en fait, un peu comme on le fait avec la loi. Quand on fait une réelle évaluation éthique, on peut pas juste se demander si oui ou non notre produit obéit à certains standards. Je pense que ce serait très limitatif, ça serait problématique de limiter l'évaluation éthique à ça. L'évaluation éthique, à mon sens, devrait également comprendre une évaluation qui est contextuelle. C'est-à-dire qu'elle doit aussi prendre en compte le contexte social, économique et autres dans lequel ont lieu les enjeux, puis dans lequel sont aussi utilisés les systèmes algorithmiques. Parce qu'on peut très bien essayer on peut très bien avoir conçu un système qui correspond aux exigences éthiques, mais dans son utilisation, il y a d'autres enjeux qui sont soulevés. Et le danger aussi, c'est de réduire justement l'éthique dans une perspective de conformité, c'est d'évacuer cet aspect-là qui est essentiel, je pense, à l'éthique, c'est de développer chacun une sensibilité éthique. Donc, de voir, en fait, d'être en mesure, dans une situation donnée, d'être en mesure de voir qu'on est dans une situation qui soulève des enjeux éthiques. Et ça, je pense que si on réduit uniquement l'éthique dans une perspective de compliance ou de conformité, on perd cet aspect-là qui est essentiel parce qu'il y a toujours des nouveaux enjeux qui vont être soulevés puis qui n'auront pas été prévus ni par la loi, ni par les espèces de guides, de checklists qui sont utilisés. Hugo, on ne t'entend pas. Pour renchérir, si je comprends bien, Andréane, ton message aussi, c'est de dire que l'éthique, non seulement c'est pas juste une question de conformité, mais essentiellement, c'est beaucoup une question qui demande de l'éducation où il faut que la personne intègre le point de vue interne dans cette réflexion-là pour que ça devienne quasiment un réflexe de se poser ces questions-là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que cette éducation-là, elle est vraiment lacunaire là, chez les gens qui conçoivent les algorithmes. Dans un autre contexte, j'ai été amenée à me pencher sur ces questions-là, puis les personnes que j'ai interrogées m'ont de manière assez unanime dit, puis c'était des gens qui étaient très bien placés pour le savoir, des spécialistes là, de la question de l'enseignement de l'intelligence artificielle, qu'il n'y avait pas vraiment, en fait, autre que ce qui se réduit finalement à la déontologie, parce que là aussi, il faut faire la distinction entre l'éthique, la réflexion éthique, puis la déontologie. Donc, outre les formations sur la déontologie, par exemple, qui seraient inclus dans les formations des ingénieurs, il n'y a pas réellement de formation à l'éveil à la sensibilité éthique. Donc, ça, c'est effectivement, à mon sens, un problème. Un problème dans l'éducation de ces personnes-là qui vont avoir un pouvoir énorme parce qu'on le disait plusieurs fois, quand ils vont concevoir ces systèmes-là, ils ont potentiellement le pouvoir de reproduire des biais, de les amplifier et ils n'en ont pas conscience. Donc, ça, c'est un problème vraiment très important, à mon avis. Puis c'est sûr qu'en plus, en mettant ça en lien avec le manque de diversité dans le domaine, ce n'est pas forcément des personnes qui ont tant expérimenté, qui ont vécu des expériences de discrimination ou ce n'est pas forcément des espaces où on en parle, même de manière informelle.
Et puis c'est ça vraiment, pour rebondir là-dessus, moi, c'est des constats vraiment personnels, mais que j'ai fait en parlant avec des gens qui étudient en mathématiques, en optimisation, en intelligence artificielle. Puis c'est juste c'est pas qu'ils veulent faire des mauvaises choses, mais ils n'ont juste pas, ils n'ont pas en pensée les impacts en fait de ce qu'ils font, et ils se disent ok, j'aimerais élaborer, appliquer tel algorithme à telle situation pour voir si ça peut me donner tel résultat, et ils se concentrent vraiment sur leurs résultats sans forcément prendre en considération justement tout ce que ça implique, sans forcément comprendre ce qu'il y a dans les données aussi. Ils font des tests avec des données qu'ils ont à disposition, mais pas forcément comprendre ce qu'elles contiennent, puis justement, est-ce qu'elles sont diversifiées ou pas. Et donc c'est sûr que, en tout cas, le concept, bien qu'il y a des limites, comme Andréane l'a mentionné, en tout cas, il ne peut pas s'utiliser tout seul, mais il est vraiment pertinent dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le développement de l'intelligence artificielle. Oui. Il y a une autre question qui nous est posée dans le chat, de savoir s'il existe s'il y a des conférences entre les départements sur ces enjeux-là. En voici une. Donc, ce midi avec le CRIDAC. Sinon, il y a Humania qui anime à différents moments dans l'année des activités aussi sur ces enjeux-là. Mais il n'y a pas effectivement là, de trucs qui sont vraiment interdépartementaux. Donc, si on pense département sciences juridiques, philosophie ou autre. Donc, il faut être à l'affût, mais je vous dis, abonnez-vous aux publications du CRIDAC et celles d'Humania pour pouvoir suivre l'actualité et ne pas manquer d'autres occasions semblables à celle-ci. Si vous aviez à vous poser, disons, pour les 5 prochaines années, d'après vous, là, quel est le défi premier pour les gens qui veulent s'assurer que l'IA, il peut en avoir plusieurs, mais d'après vous, ce serait quoi un défi important auquel la population, pas juste les chercheurs, mais la population en général, là, devrait être confrontée ou qu'on devrait mettre devant leurs yeux là, pour éviter les difficultés à venir? Ce serait quoi le prochain, disons, le gros défi dans les 5 prochaines années pour l'IA et l'égalité? Est-ce que vous auriez si vous en aviez un, ou vous pouvez en choisir d'autres, plusieurs, là, mais... Peut-être je pense que c'est important de ne pas prendre pour acquis que l'IA doit s'implanter partout, et donc de réclamer comme le droit à que certains contextes, l'IA ne soit pas impliquée. Par exemple, dans la police, ça pourrait être un des contextes, ou dans la justice, où les citoyens et citoyennes réclament que non, dans ce contexte-là, à cause de considérations trop importantes sur la vie humaine, sur le jugement, là, on ne veut pas de l'IA. Donc, c'est même pas une question d'atténuer les risques de discrimination ou pas. Non, on ne veut pas de l'IA. Donc, je pense que c'est comme cette question de l'IA ne doit pas être une solution à tout. Elle ne peut pas être une solution à tout. Donc, des fois, de réclamer des zones de non-IA. Peut-être pour se poursuivre dans ce même ordre d'idée-là, souvent, j'ai l'impression, puis c'est peut-être en train de changer, mais qu'on succombe un peu soit à une espèce d'engouement démesuré par rapport à cette technologie-là, ce qui nous amène une espèce d'espoir dans un avenir radieux pour l'humanité, ou dans un autre ordre d'idée, puis on le voit beaucoup dans les études critiques, en sociologie. Puis je dis pas que c'est pas souhaitable de faire ça, mais dans un autre ordre d'idée, des fois, on succombe aussi à la crainte, à la peur, et on n'arrive plus à vraiment se placer dans une situation où on n'envisage ni l'IA comme une utopie, ni comme une dystopie, mais qu'on l'envisage vraiment dans ses applications dans notre quotidien. Et je pense que c'est ce qu'on devrait collectivement tenter de placer comme cadre pour avoir une vraie discussion sur les enjeux réels, puis présents
et actuelles là, qui sont associées à cette technologie-là, ni en se projetant dans un avenir qui serait trop radieux ou trop pessimiste. Donc, je pense que ce serait peut-être quelque chose qui pourrait être souhaitable. Oui, moi, j'ai une réponse qui va un peu dans le même sens que celui de mes collègues. C'est que ça, je pense qu'on devrait pouvoir avoir accès en tant que société à de l'information sur ce qui se passe, en fait. Puis c'est sûr que c'est quelque chose, on dirait que ça va trop vite, que le développement économique, en fait, qui est lié à l'IA, il va beaucoup plus vite. Il a vraiment une longueur d'avance sur celles et ceux qui s'intéressent un peu, OK, mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se passe quand l'IA est utilisée dans tel ou tel contexte? Donc, je pense que ce serait important pour citoyens et citoyennes de pouvoir faire valoir un ordre des priorités et que le développement économique soit, en tout cas, axé autour de l'IA, soit pas forcément la chose la plus importante qui domine tout, mais peut-être justement pouvoir un peu rééquilibrer avec ce qui se passe en fait autour de tout ça et vraiment pouvoir en fait faire une petite pause et discuter. Mais c'est sûr que ça impliquerait aussi que tous les dirigeants des GAFAM veuillent bien aussi faire une pause et discuter avec nous, chose que je ne suis pas certaine qu'ils voudront faire. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment pouvoir prendre conscience très concrètement, comme disait Andréane, vraiment réalistiquement de ce qui se passe. Il ne faut pas cesser d'espérer. On a vu ce matin que Facebook, donc la branche de Meta, maintenant, comment ça s'appelle, a décidé de mettre à la poubelle son outil de reconnaissance faciale et les données qu'ils ont données, sur lesquelles ils se sont fondés. Mais ils disent qu'ils ne se retirent pas de la recherche sur la reconnaissance faciale et qu'ils pourraient l'utiliser pour certaines fins, mais qu'ils veulent cesser l'utilisation sur leur site. Évidemment, est-ce que c'est un enjeu, est-ce que c'est suite à des réflexions éthiques ou est-ce que c'est plutôt un calcul économique? Ça, c'est autre chose. Mais peut-être que les GAFAM peuvent suspendre temporairement, mais toujours est-il que c'est ce genre de réflexion-là qui pousse les acteurs à changer leur comportement. Et donc, c'est important que cette conversation-là soit maintenue, soit tenue. On a comme commentaire un commentaire assez particulièrement intéressant aussi de Stéphanie Tremblay qui nous dit que ce serait intéressant de comprendre les visions du monde de ces créateurs-là. Souvent, on parle que les créateurs, les concepteurs d'algorithmes, souvent il y a une culture dans ce domaine-là, ce qu'on appelle le go fast and break things. Ça veut dire, c'est comme une culture de petits gars qui vont vite, 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 puis qui cassent tout autour d'eux pour pouvoir s'installer. Si on parle de développement responsable, effectivement, peut-être que ce serait intéressant de voir cet imaginaire-là, comment on peut l'influencer. Oui, Stéphanie. Je peux me permettre sur un ton un peu anecdotique, mais c'est que ça m'a fait beaucoup penser à cette question-là. C'est que moi, mon conjoint, en ce moment, étudie au Milan, au 2e cycle, et il n'a aucun cours ni en déontologie, ni en éthique. Et je vois dans sa manière de découvrir ce nouveau monde pour lui qu'il connaissait à peu près pas, ou seulement par la programmation avant d'y arriver, à quel point il y a une sorte de complexe de Dieu presque qui peut presque survenir au moment où tu découvres l'ampleur des possibilités, puis en même temps où tu n'as pas de cours ou d'invitation, à moins d'y être personnellement intéressé, à développer une sorte de conscience éthique là, sur la question. Et puis, il y a un effet d'engouement aussi partagé dans la communauté estudiantine avec les profs, les enseignants qui sont souvent très, très, très auréolés d'une notoriété mondiale, comme Yoshua Bengio et d'autres. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là, qui contribue peut-être là, à ce genre de déconnexion des enjeux dont vous parlez. Si je peux me permettre là-dessus, oui, ben merci pour l'intervention, tout à fait.
C'est sûr, par contre, que je pense que ce serait vraiment important et souhaitable que ces personnes-là soient formées à l'éthique. En fait, ce serait urgent, je dirais même plus. Mais en même temps, l'éthique a fait un assez mauvais travail jusqu'à maintenant de traduire ces exigences dans des termes techniques. Puis peut-être pour rebondir sur la question de Hugo tantôt, c'est quoi les grands défis? Je pense vraiment qu'un des grands défis, c'est d'élaborer un dialogue entre ou en tout cas, une manière de traduire, en tout cas, ces principes-là, ces exigences-là, qu'elles soient légales ou éthiques, dans des termes que les développeurs peuvent concevoir. Moi aussi, d'un point de vue très anecdotique, j'ai déjà assisté à une rencontre où il y avait, je ne nommerai pas, quelqu'un d'une start-up en IA à qui on a demandé, mais tu sais, toi, tu l'utilises-tu, la Déclaration de Montréal, dans tes travaux? Puis la réponse, ben, vous l'imaginez, ça a été pas du tout, on n'a aucune idée comment. C'est un peu ce que je disais tantôt, l'IA au bénéfice de l'humanité, mais mets ça dans ton code, c'est pas, c'est pas évident. Donc, il y a un chemin à faire, il y a un chemin à parcourir, là, que je pense que c'est primordial là, dans les prochaines années de s'attaquer à ça. Et ça va prendre, je pense, assurément, pour peut-être rebondir aussi sur un des commentaires qui a été énoncé dans le chat, une perspective interdisciplinaire qui va à la fois requérir des compétences des spécialistes du droit, de l'éthique, de l'IA, de la sociologie, puis comme vous le disiez, même de l'histoire. Donc, on a du pain sur la planche. Et il faudrait ajouter probablement des relations internationales parce que là, on a encore, notre discussion a été très, je dirais, eurocentrique en termes de développement de l'IA. On a parlé de cas aux États-Unis ou au Canada, mais d'autres, le Canada, malgré ce qu'on en dit parfois, c'est pas une puissance mondiale de l'IA réellement. On a des chercheurs excellents, très forts, mais en termes d'investissement, la Chine, les États-Unis, mais je dirais surtout la Chine, sont vraiment à l'avant-plan. C'est eux qui dominent en termes de brevets et tout ça. Et donc, il faut être conscient aussi que nos réflexions, nos enjeux, on devra aussi y réfléchir dans un dialogue non seulement vers la technique, mais aussi interculturel. Ça va être très, très important, je pense aussi, notamment pour les enjeux de discrimination. Ce qu'on considère comme étant des distinctions légitimes ou pas, c'est peut-être pas nécessairement partagé à travers l'ensemble des conceptions du monde. Ben, écoutez, il est 2 heures déjà à mon ordinateur. J'ai l'impression qu'on a couvert plusieurs choses, mais mon Dieu, qu'on en aura encore beaucoup à couvrir et à approfondir. Je pense que ça annonce bien pour d'autres rencontres similaires, semblables. Donc, je tiens à remercier notamment Camille pour l'organisation de ce midi CRIDAC. Et donc, je tiens à remercier le CRIDAC en général aussi pour avoir organisé ça. J'ai tous les participants. Merci Stéphanie que je vois, Virginie. Ben, je ne vous nommerai pas tous, mais vous savez qui vous êtes et je tiens à vous remercier et je vous souhaite bonne route à la prochaine. Au revoir. Félicitations. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée.